Alors, merci d'être venus aussi nombreux. J'ai fait un peu de pub, mais pas trop pourtant. Bon, ben, c'est pas assez que ça marche. Bon, donc je vais vous parler des moyens que les plantes utilisent pour se fournir en énergie afin d'assurer leur vie quotidienne, leur reproduction, etc. Alors, d'une manière générale, chez les êtres vivants, enfin, on va parler surtout des eucaryotes, au niveau de la cellule, on n'ira pas très loin dans la cellule, mais un petit peu quand même. Il y a deux petits, ce qu'on appelle des organismes cellulaires, c'est-à-dire des petites parties de la cellule où se déroulent tous les échanges d'énergie. C'est d'une part la mitochondrie, donc il y a des flèches, que je vous montre où c'est. Mitochondrie, donc on trouve chez tous les eucaryotes, y compris les animaux. Donc nous on en a plein évidemment. Et les chloroplastes qui sont spécifiques bien sûr des végétaux. Alors ces deux organismes cellulaires, c'est deux petits compartiments. Surtout pas seulement le chloroplaste comme ici, mais aussi la mitochondrie. En fait, dans l'évolution, ça dérive de ce qu'on appelle une endosymbiose. Autrement dit, vous vous rappelez dans la conférence, pour ceux qui y étaient, je ne vais pas faire un rappel complet, pour ceux qui étaient en 2018, on avait parlé des prokaryotes et des eucaryotes. Oui, non, bon, sans plus. Dans les prokaryotes, ce sont donc les bactéries, les cyanobactéries, etc., et donc qui n'ont pas de noyau constitué, mais ça ne les empêche pas de vivre, au contraire. Alors, à l'origine de l'endosymbiose, on a une cellule prokaryote, qui est photosynthétique ici, qui va pénétrer progressivement dans une cellule eucaryote qui est ici, et qui est initialement non photosynthétique. Et vous voyez que cette cellule va englober le chloroplaste, et elle va devenir photosynthétique. Donc c'est ça qu'on appelle une endosymbiose. Les mitochondries, c'est exactement la même chose. Ce sont des cellules qui ont intégré une bactérie. Alors comment sait-on que cette origine, il y a différents arguments qui précisent ça. C'est le fait que les chloroplastes ont deux membranes. Donc il y a la membrane initiale d'elle-même, de la cellule initiale, et puis il y a la membrane de phagocytose, c'est-à-dire la membrane qui a englobé la cellule. Ensuite, il y a d'autres arguments qui sont que ces organites sont capables de se diviser de manière autonome. Donc ça veut dire qu'il y a une origine indépendante de la cellule où elles sont maintenant. Elles ont des ADN qui ressemblent à ceux des eucaryotes, etc. Alors on va commencer par un premier mécanisme d'acquisition de l'énergie qui se déroule aussi chez les animaux, c'est la respiration. Puis on verra un petit peu la transpiration un peu après. Alors, à quoi correspond de manière fondamentale la respiration, au niveau biochimique? Ce sont des substrats organiques qui vont rentrer dans un système biochimique en présence d'oxygène, va être largué à l'autre extrémité de l'eau et des gaz carboniques. C'est vous deux, hein? Ça vous rappelle le primaire peut-être pour certains. Et à l'issue de ça, va se dégager une molécule d'énergie que j'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la molécule énergétique par excellence de toutes les cellules qui traînent sur la Terre. Donc c'est une molécule extrêmement importante pour l'énergie. Donc ce cycle biochimique est très très compliqué, hein, j'ai résumé, vous voyez juste un cercle. On l'appelle le cycle de Krebs, c'est du nom du biochimiste qui a découvert ce cycle. Alors la physiologie maintenant de la respiration, chez les animaux bien sûr, c'est tout le système respiratoire. Chez les plantes, c'est un petit peu plus simple. Il y a des petits appareils qui se trouvent souvent à la face inférieure des feuilles, pas toujours, ça peut être quelquefois à la face supérieure, qu'on appelle des stomates. Ce sont des petits appareils formés de deux cellules. Il y a une cellule à gauche, une cellule à droite, et entre les deux, une ouverture. Et cette ouverture peut être fermée ou ouverte selon que les cellules qui l'entourent sont gonflées ou relâchées. Donc ça permet c'est ce qu'on appelle l'ostiole. Donc l'ostiole permet de réguler les échanges gazeux. Si l'ostiole est fermée, il n'y a pas d'échange gazeux. Si elle est ouverte, il peut y avoir des échanges gazeux entre l'intérieur d'une feuille et l'atmosphère extérieure. Par exemple ici, on a nos deux cellules ici, et l'ostiole est ici, et entre l'intérieur de la feuille ici peut sortir de l'oxygène, du gaz carbonique et de l'eau sous forme de vapeur. Vous voyez, c'est quand même plus simple que chez nous, et ça marche très très bien. Alors il ne faut pas confondre
le fonctionnement des stomates avec la guttation. La guttation, c'est ces rejets de petites gouttes d'eau comme ça au bord des feuilles, comme on voit de temps en temps dans des alchémies en montagne le matin. Donc ça, ce ne sont pas des stomates qui libèrent ces petites gouttes d'eau, ce sont ce qu'on appelle des hydatodes, peu importe le nom, qui sont des stomates qui ne se ferment jamais. Donc ce n'est pas tout à fait des vrais stomates, il n'y a pas de régulation là. Ils sont toujours ouverts pour libérer de l'eau qui passe à l'état liquide au contact de l'atmosphère extérieure. Alors vous avez compris que pour la respiration, il faut de l'oxygène. Alors comment on peut s'y prendre? Des plantes qui sont immergées dans l'eau, qui sont incapables d'utiliser l'oxygène de l'eau, il y a des adaptations particulières, ce qu'on appelle des parenchymes aérifères, c'est-à-dire des tissus qui offrent de grandes lacunes, des grands trous si vous préférez, dans lesquels l'air est emmagasiné. Et donc ça leur permettra de respirer sous l'eau. Et puis il y a d'autres adaptations, notamment dans les mangroves ou dans les forêts inondées. Alors les mangroves, ceux qui sont déjà allés dans les pays tropicaux, vous en avez peut-être vu, on en parle aussi de temps en temps avec leur rôle écologique fondamental. Les mangroves, ce sont des petites forêts qui colonisent les estuaires tropicaux. Alors sur les estuaires, évidemment la mer, il y a des marées, va-et-vient, donc il y a des vases qui s'accumulent. Et quand la mer est haute, eh bien, le petit arbre qui forme la mangrove, qu'on appelle un palétuvier, et il ne va pas pouvoir respirer facilement. Alors certains développent des sortes de tubas, ici, qui viennent traverser la vase et qui viennent chercher de l'air à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle des pneumatophores. Donc à gauche, vous avez les pneumatophores d'Avicennia. Les Avicennia, ce sont des petits arbustes qu'on trouve dans tout le monde tropical, sous différentes espèces bien sûr. Et puis à droite, vous avez un autre exemple de pneumatophore, ce sont les cyprès chauves. Les cyprès chauves forment des grandes forêts inondées, essentiellement dans le sud-est des États-Unis, Louisiane, etc. Alors des cyprès chauves, on en trouve plantés dans nos régions. Par exemple, quand on fait des randonnées, il y en a même au bord de l'Aude, au Paille-Chérou. Si vous voulez retourner au Paille-Chérou, vous verrez de temps en temps ces sortes de moignons là, qui sortent de la terre. Au-dessus, vous avez un grand arbre qui perd ses feuilles en automne, ce qui est très rare chez les résineux, d'où son nom de cyprès chauve. Il est tout chauve en hiver, et puis après il reforme ses feuilles au printemps suivant. Alors, que vont devenir, à quoi servent plutôt les produits de la respiration? Donc ça, évidemment, ça contribue au fonctionnement quotidien de la plante, à l'entretien des tissus, à sa croissance, bien sûr, mais parfois aussi à la chaleur. Ici, vous avez un arôme, c'est une plante qu'on trouve assez fréquemment dans nos régions, surtout au printemps. Hein. Donc c'est une plante assez peu esthétique, mais enfin qui a le droit de vivre quand même, avec une grande spate, une grande feuille comme ça, qu'on a ouverte pour montrer l'appareil reproducteur. Et donc là, vous avez une massue un peu violette ici, et dans cette massue, au printemps, pour attirer des pollinisateurs, la plante développe de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui va attirer notamment des diptères, des mouches, qui vont contribuer à la pollinisation de cette plante. Alors, deuxième mécanisme maintenant, la photosynthèse. Donc ça, évidemment, c'est propre aux plantes supérieures qui développent de la chlorophylle. Alors, des chlorophylles, il y en a de plusieurs sortes. Chlorophylle A, chlorophylle B, chlorophylle C, qui caractérisent différents groupes. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis, vous avez aussi il y a même une chlorophylle D, et puis quelques autres molécules plus annexes, bactériochlorophylle et phycobilines, et les caroténoïdes. Alors quand on regarde de plus près au niveau évolutif, on s'aperçoit que les algues vertes et les plantes supérieures ont exactement la même composition en chlorophylle et en caroténoïdes. Donc ça vous montre qu'il y a une parenté phylogénétique entre les deux groupes, et je vous avais dit dans la conférence de 2018, la deuxième que j'ai faite, que les plantes supérieures, donc les plantes qu'on côtoie au quotidien, dérivent des algues vertes et non pas des algues rouges ou des algues brunes. Donc le groupe des algues est un groupe complètement artificiel qu'il ne faut pas garder. Il faut considérer chez les végétaux que les algues vertes. Alors la principale de ces chlorophylles, c'est la chlorophylle A, celle qui va intervenir
dans la photosynthèse. Mais les autres chlorophylles, ou même les caroténoïdes, sont capables de capter de l'énergie solaire dans des longueurs d'onde que la chlorophylle A ne peut pas utiliser. Donc cette énergie qui est captée par les autres va être transmise à la chlorophylle A pour accroître encore l'efficacité de la photosynthèse. Alors en général, chez les plantes vertes, les pigments qui sont associés à la chlorophylle A sont masqués par la chlorophylle A. Donc les plantes apparaissent vertes. Mais il y a des fois, dans l'année, où la chlorophylle se détruit. La plante, l'arbre notamment, avant de perdre ses feuilles pour l'hiver, il va récupérer des molécules de la chlorophylle, il va la recycler quelque part, et du coup, comme la chlorophylle disparaît, on va voir apparaître les pigments qui étaient masqués par la chlorophylle. C'est pour ça que les feuilles jaunissent en automne. Alors il y a un autre mécanisme qui est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est les feuilles qui rougissent en automne. Parce que là c'est le développement de colorants rouges qu'on appelle des anthocyanes. Et là, on pense que les anthocyanes vont protéger les feuilles contre les excès des rayons lumineux, pendant que l'arbre se dépêche de récupérer tout ce qu'il peut dans les feuilles avant leur chute. Parce que pendant que ces feuilles perdent leur pigment, elles deviennent très très sensibles aux rayons UV, etc. Et les anthocyanes vont les protéger. Alors, comment ça fonctionne la photosynthèse? On va rentrer dans le détail un petit peu plus après. D'abord, il faut développer des panneaux solaires, évidemment. C'est comme les techniques modernes. Alors, les feuilles elles-mêmes, ce sont des vrais panneaux solaires. Donc, ce sont des limbes élargies qui vont pouvoir capter le maximum d'énergie lumineuse qui sera libérée par le soleil. Donc là, pour les botanistes, vous reconnaissez peut-être les feuilles du hêtre. Peut-être. Alors, il y a des fois où les plantes ne développent plus de feuilles, ou très peu, ou très petites. Elles sont incapables d'assurer la photosynthèse. Alors, la fonction panneau solaire va être transmise à d'autres organes de la plante qui vont au contraire se développer. Alors là, vous avez d'abord à gauche le fragon. Si vous faites des randonnées fréquentes dans l'eau, même dans presque toute la France occidentale en tout cas, c'est une plante qu'on voit très très facilement, qui pique un peu, on l'appelle aussi le petit hou. Mais ces organes qui sont piquants, ce ne sont pas des feuilles, ce sont des tiges aplaties. On appelle des cladodes. Alors, pourquoi ce ne sont pas des feuilles? Un critère très simple, c'est que ces organes portent des fleurs. Ici, il y a une fleur. On va aller un peu plus haut pour ceux qui sont au fond, peut-être. Mon curseur ne marche pas. Bon, vous voyez. Et après les fleurs, bien sûr, il y a des fruits. Et sur ces fruits sont... Donc la baie rouge qui est ici est fixée sur cet organe. Les fleurs sont toujours fixées à des tiges, jamais à des feuilles. Si vous avez des feuilles avec des fleurs ou des fruits, normalement, c'est que ce n'est pas une feuille. Alors, à droite, vous avez un deuxième exemple. C'est un genêt qui perd ses feuilles aussi lui-même très très vite. Et pour conserver la fonction photosynthèse, il élargit ses tiges. Donc ça donne des ailes, des tiges ailées de ce genêt qui sont aussi des adaptations à la photosynthèse. Alors comment ça se passe au niveau cellulaire? On va d'abord considérer la photosynthèse la plus fréquente, dite en C3. Alors il y a deux phases successives. Il y a une phase claire qui se passe bien sûr à la lumière, et puis on verra tout à l'heure une phase obscure ou sombre. Alors il y a de l'eau qui est captée par les racines, qui monte par les tiges vers les feuilles, à travers la sève brute. Il faut aussi de la lumière solaire, évidemment, de l'énergie solaire. L'énergie solaire contribue à la dissociation de la molécule d'eau qui va libérer d'oxygène. Donc dans la photosynthèse, l'oxygène est un déchet. Ce déchet va se retrouver évidemment dans l'atmosphère, d'où le rôle fondamental des plantes dans l'enrichissement de l'atmosphère en oxygène, et éventuellement de l'ozone. Entre O2 et O3, il y a simplement un troisième atome d'oxygène qui s'ajoute. Alors l'ozone est très très importante, on en avait parlé aussi en 2018, c'est que l'ozone bloque les rayons UV. S'il n'y avait pas eu d'ozone lors de l'évolution, il y a des plantes ou des animaux qui n'auraient pas pu survivre sous l'effet des ultraviolets du soleil. Donc deux molécules très importantes, l'oxygène et l'ozone.
Alors, cette phase claire aboutit, comme très souvent, à la fabrication d'une molécule énergétique d'ATP. La phase obscure maintenant, donc qui va se passer indépendamment du Soleil. Là, la phase obscure va utiliser le gaz carbonique de l'atmosphère pour se combiner avec l'énergie fabriquée lors de la phase claire. Et tout ça, ça va fabriquer des molécules organiques. Autrement dit, l'énergie solaire est emmagasinée dans des liaisons chimiques pour former des molécules beaucoup plus complexes. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de Calvin. Donc le cycle de Krebs, c'était pour la respiration, et le cycle de Calvin, c'est pour la photosynthèse. Du nom, là aussi, du biochimiste américain qui a éclairci ce cycle extrêmement compliqué, ici, tout à fait résumé. Alors le problème de cette photosynthèse en C3, c'est que parallèlement au rejet d'oxygène et à la consommation de gaz carbonique, il y a une réaction parasite qui vient s'ajouter en plus, c'est une photorespiration. Autrement dit, c'est un mécanisme qui rejette du gaz carbonique, donc qui diminue l'efficacité de la photosynthèse initiale. Alors, pour éviter ce gaspillage de gaz carbonique, il y a des plantes qui se sont orientées vers d'autres types de photosynthèse. On a d'abord ce qu'on appelle la photosynthèse en C4, qu'on trouve chez des plantes à haute productivité, souvent d'origine tropicale, comme la canne à sucre à gauche, qui est originaire d'Inde, et le maïs à droite, qui lui est originaire d'Amérique du Sud. Et puis on trouve cette photosynthèse dite en C4 aussi, dans des plantes des milieux salés, ce qu'on appelle des anophytes. Phyte en grec c'est le végétal, anos le sel. Donc on en trouve sur notre littoral, de l'eau, de l'Hérault, etc. Donc ce sont des plantes, vous voyez, il n'y a pas de feuilles. C'est pas grave, la tige devient verte, donc ça n'empêchera pas de la photosynthèse. Il y a aussi un exemple de transfert de fonction entre les feuilles absentes et les tiges. Alors, comment ça se passe dans cette photosynthèse en C4? On retrouve toujours en haut à gauche notre molécule de gaz carbonique qui va être utilisée. Ce gaz carbonique va être associé à une molécule à 3 carbones pour former une nouvelle molécule à 4 carbones. C'est de l'arithmétique toute bête, hein, la biochimie, enfin pas toujours. Ce composé à 4 carbones est très instable, il va se transformer très vite en malate, donc une autre molécule, qui va migrer dans la gaine périvasculaire, c'est-à-dire cette gaine formée de grandes cellules, ce cercle de grandes cellules qui entoure les vaisseaux conducteurs des sèves, donc on l'appelle pour cette raison périvasculaire. Et là, dans cette gaine, il va rendre son gaz carbonique, il va évidemment renouveler la molécule à 3 carbones initiale, qui va pouvoir régénérer le produit initial ici. Et à partir de là, donc le gaz carbonique va être inséré dans le cycle de Calvin initial. Donc vous voyez qu'ici, il y a une compartimentation spatiale entre l'intégration du gaz carbonique et son entrée dans le cycle de Calvin. Alors il y a une troisième photosynthèse, encore, qu'on appelle la photosynthèse CAM. C'est un acronyme du syntagme anglais crassulacean acide métabolisme, en français donc métabolisme acide crassulacean, parce qu'on le trouve surtout dans la famille des crassulacées, que je vous présenterai un petit juste après. Alors cette photosynthèse, on la trouve chez des plantes de milieux extrêmement secs, comme ici cette plante à gauche que vous avez peut-être dans vos jardins, parce que ça se cultive très très bien. Les fleurs s'épanouissent largement dès qu'il y a du soleil, elles sont vraiment très à l'aise, elles se referment le soir. Elles vont se coucher aussi. Donc la famille des Aizoacées, qui est une famille surtout sud-africaine, mais bon, il y en a un peu partout dans l'hémisphère sud. À droite, vous avez une autre plante de la même famille des Aizoacées, qu'on appelle des Fenestraria. Pourquoi? Parce qu'elle développe, vous voyez, au sommet de chaque feuille, il y a une petite fenêtre, Fenestraria, par lequel, non, ça ne marche vraiment pas ça, par lequel vont pouvoir passer les rayons lumineux du soleil. On retrouve cette photosynthèse chez des fougères, qu'on appelle des isoètes.
qui sont des plantes assez rares en France, voire très rares, qui sont souvent hautement protégées par la loi, ouais, qui ressemblent à rien, hein, tant qu'on puisse dire. Il n'y a pas de fleurs, hein, je me rappelle, les fougères n'ont pas développé la fleur, pour ceux qui étaient là en 2018. Pas de fruits non plus. Ça ne les empêche pas de se reproduire, elles se reproduisent par des spores qui sont à la base des feuilles. Vous voyez, il y a des renflements à la base de chaque feuille, ce sont des spores. Ces spores vont pouvoir, quand elles sont mûres, vont pouvoir germer sur un sol humide et régénérer des nouveaux isoètes. Là, je voulais parler de la famille des crassulacées, donc les orpins. Ce sont les petites plantes grasses qui sont sur les rochers. C'est cette famille des crassulacées qui a donné son nom au mécanisme crassulacéen. Alors, comment ça marche? Donc là, ça n'est plus une disjonction spatiale comme on a vu dans le cas de la photosynthèse en C4, mais c'est une disjonction temporelle. On a la symétrie entre l'espace et le temps. Alors la nuit, les stomates sont ouverts. Le soleil n'agit pas sur les plantes, donc les stomates sont ouverts et il peut y avoir des échanges gazeux sans problème. Alors la nuit, donc, le gaz carbonique va pouvoir rentrer dans le tissu de la plante, s'associer à une molécule en C3 pour donner la molécule en C4. Et le jour, les stomates vont être fermés, parce que avec l'intensité, la chaleur solaire, il y a beaucoup de pertes d'eau. Et si les stomates étaient ouverts, la plante se déshydraterait complètement. Donc elle ferme ses stomates, elle va conserver son stock d'eau, mais elle va pouvoir utiliser le gaz carbonique qui a été stocké pendant la nuit. Donc à la lumière, la molécule à 4 carbone qui va relibérer des gaz carboniques, et la molécule en 3C qui va régénérer la molécule initiale, et le gaz carbonique va pouvoir entrer dans le cycle de Krebs avec la lumière. Alors là, un petit tableau comparatif entre les trois types de photosynthèse. Alors, C3, C4, CAM. Ubiquus, ça veut dire que ce sont des plantes courantes, quoi, qui vivent un peu partout. Alors les C4, ce sont les plantes tropicales et halophiles qu'on a vu tout à l'heure, la canne à sucre, le maïs, etc. Et la CAM, ce sont les plantes xérophiles, c'est-à-dire les plantes qui sont adaptées à des milieux extrêmement secs, comme les aizoacées des vers du Namib ou d'Afrique du Sud, ou bien les orpins qui sont sur nos dalles rocheuses. Alors exemple, bon, vous avez l'exemple en dessous, je n'y reviens pas. La photosynthèse, donc réaction simultanée dans un seul type de cellule, disjonction spatiale pour le C4 entre l'intégration du CO2 et le cycle de Calvin, et disjonction temporelle entre le jour et la nuit dans le métabolisme CAM. Alors le produit de photosynthèse, bon, c'est une molécule en 3C, dans l'autre une molécule en 4C, et intermédiaire dans le troisième groupe, 3C le jour et 4C la nuit. Production de matière sèche, donc très moyenne chez les C3, chez les plantes courantes. Par contre, elle est élevée chez les C4, pensez au maïs, à la canne à sucre, au sorgho, beaucoup de plantes comme ça. Par contre, elle est faible chez les CAM. La stratégie, donc les C4, haute performance pour une matière sèche élevée, en conditions chaudes et lumineuses, et par contre les CAM, c'est plutôt la résistance à la sécheresse. Autre adaptation maintenant, dans la forêt. Vous savez, dans les forêts, il y a des arbres. C'est pas un scoop, mais bon, il faut quand même, de temps en temps, il faut le dire. Les arbres, dans les forêts trop tempérées, les arbres perdent leurs feuilles en hiver, mais vont reformer des nouvelles feuilles au printemps qui suit. Donc les petites plantes herbacées qui sont à l'ombre des grands arbres, ben, il va y avoir un déficit de lumière. Comment ils vont faire pour leur photosynthèse? Alors il y a deux mécanismes intéressants à citer. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler l'évitement de l'ombre, autrement dit, des petites plantes vont se développer avant que les arbres ne forment leurs feuilles, de sorte qu'elles vont recevoir un maximum de lumière. Alors c'est ce qui se passe par exemple dans les sous-bois de montagnes noires, on en trouve aussi ailleurs. Vous avez la petite plante qui est à gauche avec ses pétales bleus, qui est la scie à 2 feuilles, donc qui se développe dès février-mars. Après, elle disparaît. Quand on y va au mois de mai, on ne voit plus rien. Et puis vous avez en haut à droite la dent de chien, Erythronium danscanis, qui est une autre petite plante qui, elle, peut fleurir plus longtemps au cours de l'année, mais qui se développe extrêmement tôt, avant que les feuilles ne se forment. Ça, c'était lors d'une expédition mémorable avec Christian Rappé, je ne sais pas si il est là-bas. On était voir ça dans la montagne noire ensemble.
Alors il y a d'autres possibilités, puisqu'elles ne peuvent pas faire de photosynthèse directement à l'ombre, certaines plantes vont s'associer à des champignons. Donc les champignons vont faire l'intermédiaire entre des arbres et la plante elle-même, et va nourrir la plante. Donc ce sont des plantes qui n'ont plus de photosynthèse, donc elles ne sont plus vertes. Elles sont violettes, comme ici, ou elles peuvent être rouges, brunes, oranges, tout ce que vous voulez, mais surtout pas vertes, il n'y a pas de chlorophylle. Les feuilles en général sont très petites, elles ne servent à rien, quasiment à rien, parce qu'il n'y a pas de photosynthèse. Alors voici par exemple, c'est ce qu'on appelle la mycotrophie, c'est-à-dire la nourriture grâce à des champignons. C'est le cas des lémodores, ici une belle orchidée qu'on trouve assez bien dans la Malepère, à Rollins même on en trouve sur notre sentier botanique pour ceux qui l'ont déjà fait. Sinon je vous engage à le faire bien sûr. Alors ici des plantes un petit peu plus exotiques comme des dipodiums qu'on a rencontrés, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande celui-là. Vous voyez une orchidée qui n'a pas de feuilles. Il y a une tige et des fleurs. Bien sûr la nature a besoin de se reproduire, donc il y aura toujours des fleurs. Mais elle se nourrit grâce à un autre être vivant. À droite vous avez les épipogiums qu'on a été voir avec Laurie à Kounozoul, à la Moulinas, qu'on a réussi à retrouver. On a réussi à trouver 2-3 pieds. Une orchidée très, très spectaculaire, qui n'est pas très grande, mais qui est mycotrophe. Et puis on a la néotie, c'est un petit peu plus fréquent, cette orchidée brune. On en voit souvent dans les lettrés. À droite, vous avez une plante qui n'est pas une orchidée, mais qui a la même adaptation, qui est le monotrope, monotropin en latin, qui a cette inflorescence un petit peu en crosse, retournée. Monotrope, ça veut dire tourner du même côté. Un mono d'un côté, trope tourné. Et puis vous avez dans les forêts tropicales, ça existe aussi, vous avez ces plantes de la famille des gentianes, qu'on appelle des Voeria en Guyane. Il y en a dans les forêts de Guadeloupe aussi et Martinique. Vous avez ces petites plantes, pas toujours faciles à voir, qui n'ont pas de feuilles non plus, des Burmania, bon, pour vous faire voyager un petit peu. Hein. Celle de droite a été photographiée sur le centre spatial de Kourou, lors d'un voyage botanique. Vous avez cette plante aussi assez étonnante, Arachnites, qui ressemble un petit peu à une araignée, qu'on a photographiée au Chili lors d'un voyage dans les années 2000, dans des sous-bois chiliens. Alors, donc, quel est le rôle un petit peu de ces plantes à chlorophylle dans l'univers, enfin dans l'univers peut-être pas quand même, mais sur la planète, ça commence. Alors j'ai mis en vert les producteurs, entourés donc en vert pour vous montrer que ce sont des plantes à chlorophylle, qui sont les producteurs dans les écosystèmes. Alors voici par exemple, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, un ensemble de producteurs, donc une prairie, tout simplement, telle qu'on peut en trouver par exemple dans l'Aude, avec des orchidées, une sorte de jacinthe, là qui n'est pas tout à fait une jacinthe, c'est pas loin. Donc ces producteurs vont donner de la matière vivante, qui vont alimenter un ensemble de consommateurs primaires, qui sont les herbivores, évidemment. Donc il y a des herbivores sauvages, comme ici des zèbres, des éléphants, dans un parc animalier de Tanzanie, ou bien alors des herbivores élevés dans des fermes, comme vous reconnaissez ici des vaches, j'espère. Alors après on continue, les consommateurs primaires vont être la proie évidemment de consommateurs secondaires, des carnivores. Donc ici, simplement pour illustrer, à défaut d'avoir un lion, ici un guépard dans une réserve de Namibie. Belle bête. Alors, tous ces êtres vivants, donc producteurs, consommateurs primaires, consommateurs un peu plus lointains, peuvent être parasités. Donc on a des parasites qui sont aussi des plantes, enfin des êtres vivants non chlorophylliens. Donc c'est ça, par exemple, les parasites animaux, la trichite du porc, l'agent du paludisme, ou bien aussi des parasites sur la vigne, par exemple. Une vigne un peu attaquée, là. Alors après leur mort, les producteurs, les consommateurs primaires, les consommateurs de niveau supérieur, les parasites, vont mourir et alimenter un stock de matière morte.
Alors cette matière morte pourra être exploitée par des saprophytes, donc des êtres qui vivent grâce à la matière organique morte. Alors, ce sont par exemple des nécrophores, les coprins qui sont des champignons qui se développent sur les fumiers par exemple. Alors aussi un autre niveau dans la chaîne trophique de l'écosystème terrestre, ce sont les décomposeurs. Alors, les décomposeurs, ils vont arriver après tout ça et ils vont contribuer à minéraliser les matières organiques issues des niveaux précédents. Et donc ces éléments minéraux vont repartir évidemment chez les producteurs parce que les plantes n'utilisent pas la matière organique directement. Alors l'hétérotrophie, c'est justement cette incapacité d'utiliser l'énergie solaire pour fabriquer la matière vivante. Alors on a déjà vu le cas des plantes mycotrophes qui utilisent les services d'un champignon, qui forment le relais avec un arbre. Mais on a aussi les hémiparasites. Alors, les hémiparasites, ce sont des plantes qui détournent une des deux sèves, la sève brute, c'est-à-dire celle qui va du sol, donc des racines vers les tiges et les feuilles, qui vont la détourner à leur profit. Donc ce sont des plantes qui sont vertes, il y a de la photosynthèse, sauf qu'il n'y a pas de système racinaire classique pour aller extraire de l'eau et des matières minérales du sol. Ils les empruntent aux plantes parasitées. Donc le gui classique qu'on trouve dans nos peupliers, dans les pommiers, etc. Voici des plantes un petit peu plus difficiles à voir, comme celui-ci, l'arcetobium, qui parasite un genévrier. Alors celui-là, il n'existe pas dans l'Aude, il faut aller vers la Provence pour en voir un peu dans la Haute-Provence. Donc c'est une sorte de gui, mais inféodé au genévrier. Donc le genévrier, c'est les rameaux verts qui sont à gauche, et le gui du genévrier, c'est celui qui a des rameaux jaunes, parce qu'il n'a pas de chlorophylle. Ou très peu en tout cas. Alors après, on a des plantes très classiques, mais dont on ne s'aperçoit pas que ce sont des hémiparasites, mais pourtant ça en est. Par exemple, les œufs-fraises sont des jolies petites plantes qui ne sont pas rares chez nous. Les pédiculaires, un petit peu plus rares, très très jolies plantes. Il y en a des très très spectaculaires, notamment dans l'Himalaya. Celle-là, elle est de chez nous. À gauche, vous avez les strigas. Alors les strigas, ce sont des plantes qui s'attaquent aux cultures en Afrique tropicale, qui font de grands dégâts dans les cultures de manioc, de sorgho, etc. Là, à droite, je n'ai pas résisté à vous présenter cette petite plante qui a l'air de présenter un bec, une trompe d'éléphant, qu'on a photographié dans une montagne de Turquie orientale, les rhincocoris, c'est très très mignon. Donc je vous montre un peu tout ça, faire voyager, vous donner envie. Alors voici d'autres gui, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait des gui, mais qui ont le même comportement, la même éthologie. Par exemple, celui-ci est photographié en Namibie. Vous aimez les noms latins, vous n'êtes pas obligé de les retenir. Au Chili, on trouve aussi ces Triptérix, qui ressemblent beaucoup au précédent, mais ce n'est pas tout à fait la même région. Ici, en Australie, vous avez encore un autre gui qu'on a photographié dans le centre rouge de l'Australie. Voici un autre, alors celui est très très spectaculaire, c'est pratiquement un petit arbre, il peut faire jusqu'à 5-10 mètres, et pourtant c'est un arbre semi-parasite, on aura du mal à croire, avec une floraison très 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 extraordinaire, jaune-orangé, qu'on appelle les Nuitsia, qui sont surtout du côté ouest de l'Australie, donc dans la région de Perth. Ensuite, vous avez les holoparasites, donc ces plantes qui sont entièrement parasites. Non seulement elles détournent la sève brute qui vient donc du sol en passant par les tiges, mais elles détournent aussi la sève élaborée, c'est-à-dire celle qui a été fabriquée par la photosynthèse à partir des feuilles d'une plante autotrophe. Donc voici, alors toujours pareil, ces plantes-là ne sont jamais vertes, il n'y a pas de chlorophylle. Les feuilles ne sont pas développées, elles ne servent à rien. Par contre, il y a un appareil reproducteur extrêmement développé. La plante a toujours besoin de se reproduire. Donc ça, c'est une orobanche, une sorte de orobanche qu'on trouve dans les déserts sahariens. On trouve assez facilement, en baladant un peu. Là, les cuscutes, bon, on en trouve dans nos régions. Des cuscutes, il y en a 3 ou 4 espèces dans l'Aude. Donc ce sont des filaments rouges, parfois un peu jaunes. Et puis, comme tout, sans feuilles, bien sûr. Et comme toujours, un appareil reproducteur bien développé, des fleurs qui vont donner des fruits.
et des graines. Sur les cystes de nos garrigues, ou de nos maquis plutôt, parce que plutôt dans les maquis acides, on trouve des cytinées. Alors il faut regarder de près, parce qu'elles sont cachées par les cystes qui peuvent monter à 1 mètre ou 1,50 m de haut. Donc il faut regarder, quelquefois on trouve ces petites touffes de plantes rouges et jaunes qui parasitent les cystes, d'où le nom de hypocystis, ça veut dire sur les cystes. Alors les toningia, ça il faut aller en Afrique tropicale pour voir ça. De la plante, on ne trouve que ça, cette fleur, qui a l'air d'être posée comme ça sur le sol, mais il y a tout un système de parasites à l'intérieur du sol qui va parasiter les arbres d'à côté. Alors quand on va plutôt vers l'Asie, on trouve ces Rafflesia. Alors les Rafflesia sont dédiés à Sir Raffles, qui est le fondateur de Singapour, mais c'est aussi, semble-t-il, le premier découvreur d'un Rafflesia dans les forêts de Sumatra. Alors ce sont parmi les fleurs les plus grosses du monde. Le plus gros Rafflesia, il fait 1 mètre de diamètre. C'est une fleur, hein. C'est pas une plante, c'est vraiment la fleur. Donc 1 mètre de diamètre, celle-là ne faisait modestement que 50 cm, ce qui est déjà pas mal. Donc on a ces sortes de fleurs rouges comme ça dans les sous-bois un peu sombres, c'est assez spectaculaire. Bon, ça ne fleurit pas toute l'année, ça met 9 mois à se développer la fleur, et après elle ne vit que 3 jours, il faut se dépêcher, quoi. En général, on téléphone aux gardes forestiers qui nous disent oui, il y a des Rafflesia, non, il n'y en a pas, et puis on se dépêche d'y aller. Alors, là je reprends mon petit cycle de la chaîne trophique dans les écosystèmes pour aller aborder un autre petit aspect qui est ici. Alors, la matière organique ne se décompose complètement en éléments minéraux pour aller alimenter les producteurs que s'il règne des conditions assez optimales. Il faut d'abord de l'oxygène pour cette opération. Il faut aussi un pH, c'est-à-dire une acidité pas trop faible. Si le pH est trop acide, les bactéries décomposent, ne travaillent pas bien. Et qu'est-ce qu'il y avait encore comme condition? Il y a une troisième, je crois. Ah oui, la température. Donc s'il fait trop froid, évidemment, les bactéries elles ont froid, donc elles ne travaillent pas. Il faudra qu'elles soient très différentes de nous. Et donc, s'il y a une des conditions, de ces conditions qui n'est pas remplie, la minéralisation des éléments issus des êtres morts va être détournée vers la fabrication de roches organiques. Autrement dit, des roches qui sont encore riches en matière organique et non pas complètement minéralisées. Alors c'est ce qui s'est passé dans les aires géologiques, par exemple avec la forêt houillère du Carbonifère. Donc là, à gauche, c'est des reconstitutions des botanistes, des paléobotanistes de la fin du 19e qui ont essayé de reconstituer les paysages qu'il y avait dans ces mers carbonifères chaudes avec accumulation de beaucoup de matière organique. Alors comme c'est dans des marécages, il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'eau, donc cette matière organique s'accumule et ça donne dans nos paysages actuels ou dans notre économie actuelle plutôt des charbons avec éventuellement des fossiles des plantes qui ont donné ce charbon, des fougères notamment. Il y a d'autres roches organiques, donc par exemple la houille, donc c'est le résultat un petit peu de l'étape précédente, là au Carbonifère. Vous avez aussi encore de nos jours, ou moins anciennement que le Carbonifère en tout cas, les lignites et la tourbe. Alors la tourbe se forme essentiellement dans des tourbières, là où effectivement le sol est engorgé par l'eau, donc pas beaucoup d'oxygène pour faire travailler les bactéries, et en plus le pH est souvent très acide, et là non plus les bactéries ne travaillent pas très bien dans ces conditions. Et puis il y a d'autres roches organiques qui se forment en milieu marin. Alors là c'est le pétrole, le gaz naturel, qui s'accumule dans des poches en haute mer, et qui ne peuvent être exploitées qu'en offshore, comme par exemple au large de la Norvège. Alors évidemment, ces roches organiques qui sont des sources d'énergie pour les hommes, mais ce ne sont pas renouvelables. Il y a d'autres... Bon, le bois quand même est heureusement une ressource renouvelable, si on fait attention évidemment à la forêt, à la reconstituer. Alors comment ça marche dans un système thermique qui vous permet par exemple de vous chauffer ou de vous éclairer? Donc on a un système thermique qui va accueillir des matières organiques fossiles ou pas fossiles.
qui va évidemment utiliser de l'oxygène. Un poêle, il faut quand même qu'il y ait de l'oxygène pour qu'il fonctionne, qui va rejeter de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Et évidemment de l'énergie calorifique, de l'énergie mécanique ou de l'énergie lumineuse. Alors vous remarquez l'étroit parallélisme qu'il y a entre le cycle de Krebs et le système thermique, c'est exactement la même chose, sauf qu'évidemment la finalité n'est pas tout à fait la même, et il y a un grand parallélisme entre les deux. Alors pour illustrer l'énergie calorifique, j'ai par exemple pris une cheminée lors du réveillon de Noël par exemple, donc ça c'est du bois. L'énergie lumineuse, là j'ai utilisé la lampe des mineurs du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, maintenant les Hauts-de-France. Et pour l'énergie mécanique, on a réussi à retrouver un train à vapeur, maintenant il n'y en a plus beaucoup, dans la gare de Sydney. Donc on voit la machine à vapeur, le rejet de vapeur d'eau, du gaz carbonique, et la réserve de charbon évidemment à l'arrière. Alors, problèmes environnementaux, de gaz carbonique qui s'accumule de plus en plus, effet de serre, etc. Donc je ne vous rentre pas dans les détails, vous connaissez un peu tout ça. Donc on essaie de développer des pièges à carbone. Alors, parmi les pièges à carbone, un des plus importants, c'est quand même les océans, avec le plancton, qui va se déposer au fond de la mer après la mort de ces petits êtres vivants. On a aussi les tourbières, dont je vous ai parlé de la tourbe tout à l'heure. La tourbe, c'est donc une roche organique très importante. Et la tourbe, ici par exemple en Pologne, accumule beaucoup de carbone sous forme de tourbe. Et puis il y a les forêts tropicales, enfin les forêts en général, mais d'autant plus les forêts tropicales, d'où leur rôle environnemental fondamental. Malheureusement, tous les gouvernements du monde tropical ne le savent pas ou ne veulent pas le savoir surtout. Donc, problèmes environnementaux. Voilà une petite dernière parole. Bon vent à notre planète, grâce notamment aux plantes et aux écosystèmes résilients qu'elle forme avec les autres êtres vivants. Et évidemment, dans les êtres vivants, l'homme a sa place fondamentale. Il a quand même un cerveau qui peut lui permettre de trouver des solutions ou essayer de ralentir l'évolution, la dégradation de la planète. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça va vous un petit peu intéresser. Est-ce qu'on a une idée, alors ça varie peut-être selon les espèces, mais de la température dégagée par les arômes quand ils chauffent? Oui, je crois que ça avait été mesuré avec un thermomètre, je crois que c'est autour de 35 degrés, oui. 35 à 40 degrés, oui, ça chauffe. Et oui, pour attirer des insectes, il faut ça. Je pense à la sécheresse de cet été. Oui. Et vous parlez de la respiration des plantes. Est-ce que le changement climatique peut avoir des conséquences sur la respiration? Sur la respiration? Oui, l'ouverture et la fermeture. Oui, ça pourrait avoir des conséquences, oui. Ça règle les échanges gazeux. Donc... Oui, ça régularise les échanges gazeux, donc trop de sécheresse, ça ferme l'estomac, donc ça diminue l'efficacité de la respiration. Hein. Oui, alors donc, nous rejetons trop de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qui est très négatif pour le climat, mais on pourrait se dire que peut-être que les plantes vont en profiter, puisqu'elles captent le gaz carbonique. Oui. Les plantes tropicales, c'est plutôt bon pour elles, oui. C'est juste une curiosité. Est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution des plantes, puisque finalement, depuis le début de la planète, elles se sont adaptées, ouais. Elles se sont, etc. Est-ce qu'on peut voir une espèce d'adaptation au changement climatique, au changement d'apport en nourriture? Est-ce que ça modifie leur façon de respirer? Est-ce que ça modifie leurs besoins, etc. Le problème, c'est que l'évolution, c'est des millions d'années, et que là, on va faire l'échalote humaine. Oui. Donc on ne la voit pas. Donc, non, on ne la voit pas pour l'instant. On ne voit que le résultat. Et puis surtout l'état actuel, à notre échelle. Oui. Donc on ne voit pas les pistes, disons, d'évolution. Moi peut-être qu'il y a des scientifiques qui sont plus portés là-dessus, qui offrent des perspectives. Moi, j'en ai pas.